it's just me and you. Salut mon petit Nobel, on attaque aujourd'hui le troisième sujet de bac d'enseignement scientifique en première et aujourd'hui on va parler d'une note émise grâce à une corde tendue. J'espère que t'es prêt, c'est parti pour cet exercice. C'est parti pour un nouveau sujet type bac d'enseignement scientifique. L'histoire de la contrebasse remonte à la création de la famille des violons au XVIe siècle en Italie. La recherche d'instruments à cordes avec ce timbre particulier mais capable de jouer des notes plus graves a conduit à l'élaboration de la contrebasse puis de l'octobasse. Donc dans le document 1, on va nous parler un petit peu de la corde vibrante. Une corde de longueur L vibrant dans son mode fondamental vérifie la relation L égale lambda sur 2 avec lambda la longueur d'onde de la vibration de la corde. La célérité V de l'onde sur la corde est liée à la tension T imposée à la corde et à sa masse linéique nue par la relation vitesse égale racine carrée de la tension sur la masse linéique avec la tension en newton et la masse linéique en kilogrammes par mètre moins 1. La masse linéique nue d'une corde est sa masse par unité de longueur, soit la masse d'un mètre de corde. Elle s'exprime en kilogrammes par mètre ou en grammes par mètre. Ok, maintenant on nous donne le document 2 avec la fréquence de quelques notes dans la gamme tempérée. On a donc la gamme tempérée avec l'octave 0, l'octave moins 1 et l'octave 1. Et on a ici les fréquences en Hertz des différentes notes. Donc du Do, du Ré, du Mi, du Fa, du Sol, du La et du Si. Les cordes d'un instrument sont nommées d'après la note qu'elles émettent dans le mode fondamental quand elles sont pincées à vide. Ok, donc maintenant qu'on a toutes ces informations, on peut passer à la première question. En vous aidant du document 1 qu'on a vu juste au-dessus, donnez la relation liant la fréquence F du mode vibratoire fondamental, la longueur de la corde L et la célérité V de l'onde sur la corde, et on veut montrer que cette relation peut s'écrire comme étant fréquence égale à 1 sur 2 fois la longueur, multiplié par la racine carrée de la tension sur la masse linéique. Je te laisse réfléchir à ça, c'est parti. Pour pouvoir répondre à cette question, il fallait bien se souvenir d'une notion de cours d'enseignement scientifique qui nous dit que la fréquence, elle est égale à la vitesse sur lambda. Fréquence égale V, donc célérité, la vitesse, divisée par lambda. Or, dans le document 1, on nous donne différentes informations. On nous dit tout d'abord que L est égal à lambda sur 2. On voit que le lambda ici, on le retrouve dans F est égal à V sur lambda, donc on va essayer d'exprimer lambda en fonction du reste, et on aura donc lambda qui sera égal à 2 fois la longueur. On a cette première information, mais également une deuxième information dans le document 1, qui nous dit que la vitesse, la célérité, c'est égal à la racine carrée de la tension divisée par la masse linéique. Et bien à partir de là, c'est très simple, on retrouve la vitesse au numérateur, ici, et le lambda au dénominateur qu'on a ici. Il nous reste donc juste à remplacer pour trouver que la fréquence, qui est égale à la vitesse sur lambda, eh bien elle va être égale à la vitesse, donc racine de t sur nu, sur lambda qui est égale à 2 fois L. Et on retrouve exactement cette formule, car ici la fréquence est égale à 1 sur 2L multiplié par cette racine carrée, ce qui revient exactement à ceci. Donc c'était très simple, il fallait juste se souvenir de cette petite formule du cours. On passe donc à la suite et à la deuxième page de notre sujet. Le son le plus grave de la contrebasse jouant à vide est un Mi0. Donc le Mi0, on le retrouve ici dans notre tableau. Ici, on a l'octave 0 et ici, on a la fréquence du Mi. Donc le Mi0 a une fréquence de 41,2 Hz. La longueur de la corde émettant cette note vaut L0 égale 1,05 m. On souhaite construire une octobasse qui puisse émettre la note Do-1, c'est-à-dire la note Do de l'octave moins 1. En faisant l'hypothèse que l'octobasse possède une corde de même masse linéique nue et de même tension T que la corde Mi0 de la contrebasse, montrez que la fréquence F de la note est inversement proportionnelle à la longueur L de la corde. Je te laisse réfléchir à cette question. Pour répondre à cette question, mon petit Nobel, et pour montrer que la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur de la corde, on va tout simplement réutiliser la formule qu'on a démontrée dans la question précédente, qui nous dit que la fréquence est égale à 1 divisé par 2L multiplié par la racine de t sur nu. Eh bien, on peut voir que la fréquence est égale ici à l'inverse de la longueur, et c'est exactement ce qu'on voulait montrer dans cette question. Donc je vais rappeler la formule. On sait que la fréquence,
c'est égal à la racine carrée de t sur nu divisé par 2L. Et donc dans cette formule, on voit immédiatement que la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur de la corde. En effet, la fréquence est proportionnelle à 1 sur 2L et est donc proportionnelle à l'inverse de la longueur de la corde. On peut donc passer à la question suivante. Exprimer alors la longueur de la corde L-1 de l'octobasse nécessaire pour émettre la note Do-1 en fonction de la longueur de la corde L0 nécessaire pour émettre la corde Mi0 et des fréquences de ces notes. Donc là, il y a beaucoup d'informations. On veut exprimer la longueur de la corde pour jouer la note Do-1 en fonction de la longueur L0 de la corde, de la fréquence de la note Do-1 et de la fréquence de la note Mi0. Donc on va essayer de trouver une formule pour rattacher la longueur de la corde à ces différentes données. C'est parti, je te laisse réfléchir. Pour pouvoir faire le lien entre L-1, L0, la fréquence du Do-1 et la fréquence du Mi0, on va essayer de tout rattacher à une constante. En effet, à nouveau, je vais rappeler la formule, la fréquence est égale à la racine carrée de t sur nu divisé par 2 fois L. Ce que l'on sait d'après l'énoncé, c'est que la tension et la masse linéique sont deux constantes. Ça va nous permettre de remplacer cette formule par une constante, car effectivement la fréquence est alors égale à K fois 1 sur la longueur. Car effectivement, puisque t et nu sont des constantes, 2 est une constante bien évidemment, donc je peux remplacer l'intégralité de ces données, le t, le nu et le 2, par une constante k qui va donc être multipliée par 1 sur L, car la fréquence est proportionnelle à l'inverse de la longueur. Et bien étant donné que ces différentes données sont une constante qu'on a pu traduire par un k, on va pouvoir grâce à cela faire le lien entre les différentes fréquences et les différentes longueurs. Effectivement, à partir de là, je peux exprimer ma constante k comme étant égale à la longueur fois la fréquence. Cela veut donc dire que si je prends une corde dont la tension et la masse linéique sont constantes, eh bien je peux écrire que ma constante sera toujours égale à la longueur de ma corde fois la fréquence de la note jouée par cette corde. Donc du coup ma constante sera égale à la fréquence jouée pour la note Do-1 fois la longueur pour la gamme -1. Et cela sera égal pour la fréquence de la note Mi0 multipliée par la longueur de la corde pour l'octave 0. Donc on voit que cette constante me permet de remplacer la longueur et la fréquence dans mon cas octave -1 et dans mon cas octave 0. Et étant donné que ces deux rapports sont égaux, eh bien je peux dire que ma fréquence du Do-1 multipliée par la longueur de la gamme -1 est parfaitement égale à ma fréquence pour le Mi0 multiplié par la longueur de l'octave 0. Et donc ici, on peut voir que j'ai toutes les données que je voulais raccrocher au départ dans mon exercice, puisque je voulais exprimer la longueur -1 en fonction de la longueur 0, de la fréquence du Do-1 et de la fréquence du Mi0. Et bien ici, je n'ai plus qu'à isoler la longueur -1, qui va donc être égale à ma fréquence de Mi0 multipliée par la longueur 0, divisé par la fréquence du Do-1, car ici je replace simplement le Do-1 de l'autre côté ici. Et donc ici, j'exprime la longueur de ma corde, L-1, donc pour l'octave -1, en fonction, comme on me l'avait demandé, de la longueur L0 et des fréquences des notes Mi0 et Do-1, donc c'est exactement ce que j'ai ici. Je peux donc passer à l'application numérique, il n'y a plus beaucoup de place, je vais le faire ici. On sait que la longueur -1, qui est donc égale à la fréquence du Mi0 fois la longueur 0 divisée par la fréquence du Do-1, eh bien elle va être égale à la fréquence du Mi0, qui est égale à 41,2 Hz, qu'on a juste ici, donc 41,2 Hz, multiplié par la longueur 0, qu'on nous a donné dans l'énoncé juste au-dessus, qui est égale à 1,05 m. On aura donc 41,2 fois 1,05 divisé par la fréquence du Do-1 que je peux retrouver dans mon tableau juste ici. Lorsque j'ai l'octave -1 et que j'ai un Do, la fréquence est égale à 16,3 Hz. On aura donc ceci divisé par 16,3 Hz. Comme d'habitude, je peux réaliser ce calcul à la calculette, divisé par 16,3, et ça me donne environ 2,65
mètres. La longueur de ma corde est donc environ égale à 2,65 mètres. Ok, donc on a pu rattacher toutes ces variables grâce à notre constante. On peut donc maintenant passer à la question suivante. Sachant que la longueur des cordes de l'octobasse est de 2,18 mètres, alors qu'ici on a trouvé 2,65 mètres, expliquez pourquoi le luthier doit changer de corde pour la corde L-1. Quelle corde doit-il prendre? C'est parti, je te laisse réfléchir à ça. Mon petit Novel, dans la question précédente, on a calculé la longueur de la corde permettant de jouer la note Do-1. La note Do-1, comme on l'a vu dans notre tableau, elle a une fréquence de 16,3 Hz. On a donc vu que pour jouer une fréquence de 16,3 Hz, on avait la formule racine de t sur nu divisé par 2L. Or ici, on te dit que la longueur de notre corde est plus petite que la longueur que l'on a calculée dans la question précédente. Si je ramène ça dans ma formule, en prenant une longueur plus petite, ma fréquence sera plus grande. C'est d'ailleurs pour ça, quand tu avais posé cette question dans la question 2, montrer que la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur, car ici, on réduit la longueur de notre corde, et donc on en déduit que la fréquence va augmenter. Elle est plus petite, donc la fréquence va augmenter. Or moi, je veux garder une fréquence de 16,3 Hz, puisque le but de cet exercice, c'est d'émettre une note Do-1. Je veux donc garder une fréquence égale à 16,3 Hz. Étant donné que ma fréquence a augmenté, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que je dois faire pour diminuer cette fréquence alors que la longueur est plus petite? Eh bien, quand on regarde ma formule, je peux soit diminuer la tension de ma corde, soit augmenter sa masse linéique, car on peut le voir, la fréquence est inversement proportionnelle à la masse linéique de ma corde, car la masse linéique se trouve au dénominateur. Donc pour garder une fréquence de 16,3 Hz alors que la longueur est plus petite, je peux soit diminuer la tension de ma corde, soit augmenter sa masse linéique. Et donc c'est pour ça qu'on te demande d'expliquer pourquoi le luthier doit changer de corde, car on doit modifier les caractéristiques de notre corde. Il nous faut soit une tension plus petite, soit une masse linéique plus importante. On peut passer tout de suite à la 5e question. Dans un concert, l'octobasse émet la note Do-1. En déduire la fréquence fondamentale et celle du premier harmonique, à quelle note correspond cette dernière justifiée? Pour calculer la fréquence fondamentale, qu'on note souvent F0, eh bien on sait que la fréquence fondamentale est égale à la fréquence de la note qui est jouée. Ici, la note qui est jouée, c'est Do-1. On va donc regarder dans notre tableau, et le Do-1 a une fréquence de 16,3 Hz. On peut donc en déduire que la fréquence fondamentale, elle est égale à 16,3 Hz. Et maintenant, pour le premier harmonique, on sait que les harmoniques, ce sont des multiples de la fondamentale. Et la première harmonique, c'est quand on multiplie la fondamentale par 2. La deuxième harmonique, c'est quand on la multiplie par 3, etc., etc. Ici, la première harmonique qu'on note souvent, F1, va donc être égale à 2 fois ma fréquence fondamentale, soit 2 fois F0. Et donc, ma première harmonique aura une fréquence de 2 fois 16,3 Hz, ce qui est donc égal à 32,6 Hz. Et on nous demande à quelle note correspond cette dernière, donc cette fréquence de 32,6 Hz. Eh bien, on peut tout simplement regarder dans notre tableau, et 32,6 Hz, ça correspond également à un Do, mais dans l'octave 0. On a donc comme harmonique une note qui correspond à la note Do0, tout simplement. Passons tout de suite à la 6e question. En se basant sur le document 3, qu'on va voir juste en dessous, peut-on conclure que la note Do-1 est audible? En déduire l'ordre de grandeur du niveau d'intensité sonore pour lequel cette note pourrait être entendue. Et donc on a ici un graphe qui nous donne le niveau d'intensité sonore en fonction de la fréquence et qui nous donne la zone où les notes sont audibles. Je te laisse réfléchir à cette question. Alors d'après le document 3 qu'on a juste ici, on voit que le champ auditif est compris environ entre 20 Hz et 20 kHz. Donc ça c'est une notion de cours, ça confirme ce qu'on a vu dans le cours Nouvelle Classe. Effectivement, on peut entendre des sons entre 20 Hz et 20 kHz. Ici, on a vu que la note Do1 a une fréquence de 16,3 Hz.
Hz. Et si on regarde ce schéma, on voit qu'on se situe juste ici, à la limite des infrasons. Pour rentrer dans la catégorie champ auditif, on voit donc qu'on doit se situer juste ici, ce qui correspond à un niveau d'intensité sonore environ égal à 90 décibels. On peut donc conclure que la note Do1 est audible seulement si on a un niveau d'intensité sonore égal à 90 décibels. La note Do-1 est donc audible si et seulement si le niveau d'intensité sonore est égal à environ 90 décibels. Passons donc maintenant à la question numéro 7. Un des spectateurs souhaite faire un commentaire à sa voisine sans gêner son environnement. Dans quelle gamme de fréquences doit-il chuchoter? Justifier. Donc on va encore une fois se baser du document 3. On voit qu'ici on a la zone conversationnelle qui va nous intéresser. Je te laisse réfléchir à cette question. Cette zone est comprise autour de 1 kHz, comme tu peux le voir, autour de 1000 Hz, on a la zone conversationnelle. Et on peut voir que cette zone conversationnelle est audible pour des très faibles niveaux d'intensité sonore, entre environ 1000 et 3000 Hz. Effectivement, si on se place dans cette zone, on voit qu'on est dans la zone conversationnelle et qu'on a un niveau d'intensité sonore très très faible. Cela veut donc dire qu'on peut entendre une conversation entre 1000 et 3000 Hz avec un niveau d'intensité sonore très faible aux alentours de 10 décibels. Le spectateur doit donc émettre un son et donc faire son commentaire à une fréquence comprise entre 1000 et 3000 Hz pour pouvoir être entendu à un très faible niveau d'intensité sonore, ce qui va permettre de ne pas déranger son environnement. On passe tout de suite à la suite du sujet avec pas mal de documents. J'espère que cette vidéo t'a plu mon petit Novel, et pour débloquer la suite de la correction, on va mettre en place quelque chose d'extrêmement interactif. L'énoncé de la fin de l'exercice va apparaître sur l'écran et est disponible dans la description de cette vidéo. Je t'invite à chercher les questions sur une feuille et à me l'envoyer en photo par mail à novelclasse.contact@gmail.com. On te donnera éventuellement des indices si tu n'as pas réussi à répondre aux questions, et pour te féliciter d'avoir cherché ces questions, nous t'enverrons la correction intégrale de l'exercice. Du coup, je te dis à toi de jouer, l'énoncé est disponible dans la description, tu peux le visualiser sur ton écran et chercher les questions, me les envoyer par mail à novelclasse.contact@gmail.com, et en échange de ton mail, je t'enverrai la correction détaillée de ces questions. Allez, à toi de jouer et à tout de suite pour la prochaine vidéo.